Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, au Cameroun, les consultations préalables à la tenue du dialogue national annoncé par le chef de l'État le 10 septembre ont débuté. Une partie de la classe politique affiche ses espoirs et martèle la nécessité de la tenue de ces assises pour mettre fin à la crise séparatiste dans les régions anglophones du pays. Les prévisions de croissance de l'économie sud-africaine revues à la baisse. Selon le ministre des Finances Tito Mboweni, l'objectif de 1,5% de croissance fixé par le Trésor en 2019 ne sera probablement pas atteint. L'agence de notation américaine Moody's table à présent sur une croissance à 0,7% en 2019. Et puis en Libye, la bataille pour conquérir Tripoli continue de faire rage. Depuis le 4 avril, l'offensive du général Khalifa Haftar a replongé le pays dans une guerre qui, en à peine 5 mois, a fait plus de 1000 morts et des dizaines de milliers de déplacés. Mais tout d'abord, les bureaux de vote ont ouvert à 8h GMT ce dimanche matin en Tunisie pour le premier tour de l'élection présidentielle. 7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire leur nouveau chef de l'État. Sont en lice 26 candidats, parmi lesquels le Premier ministre Youssef Chahed, le mania des médias poursuivi pour blanchiment d'argent et incarcéré Nabil Karoui, ou encore le premier candidat du parti d'inspiration islamiste Ennahda Abdel Fattah Mourouf. Depuis l'annonce par le président camerounais Paul Biya de la tenue prochaine d'un dialogue national, le Premier ministre Joseph Dione Ngouté a entamé des consultations. Désigné pour conduire ces discussions, le chef du gouvernement multiplie les rencontres avec les différentes parties prenantes au conflit en vue de recenser les propositions relatives à la résolution de la crise séparatiste, crise qui touche les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Nelly Bessa. Les consultations relatives au dialogue national annoncées par le président Paul Biya pour la fin du mois de septembre commencent à prendre forme. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, a ouvert ce 12 juillet les consultations préalables à ces assises. Dans cette dynamique, le Premier ministre s'est entretenu avec une délégation du Social Democratic Front ainsi que les membres du gouvernement ressortissant des régions du nord-ouest et du sud-ouest afin de poser les bases de la résolution de la crise socio-politique qui sévit dans ces deux régions du pays depuis 2016. Ces rencontres avec les différents intervenants que sont la société civile, les membres des partis politiques, les membres du gouvernement, même déjà et la diaspora, le Premier ministre pourra quelque peu baliser les tenants et les aboutissants du dialogue et par là profiter même pour lui donner un contenu ou bien une méthodologie. Avec l'élargissement des réflexions sur le dialogue national à la diaspora, les délégations devraient se rendre à l'étranger afin de recueillir les contributions de celles-ci sur la résolution de la crise anglophone. Des apports qui constitueront également les ressources d'inspiration pour la conduite des débats. Rencontrer le clergé, rencontrer la diaspora, rencontrer les leaders d'opinion et les partis politiques à l'intérieur du pays. À la fin de la rencontre, on peut faire des concessions, on peut faire des remises de peine, on peut déclarer la loi d'amnistie générale. La concertation annoncée par le chef de l'État intervient dans un contexte où les principaux leaders sécessionnistes ont été condamnés à la prison à vie le 20 août 2019. Au Tchad, l'état d'urgence a été prolongé de 4 mois dans le nord et l'est du pays, et des zones en proie à l'insécurité en raison d'affrontements intercommunautaires. Une mesure qui, selon le gouvernement, devrait permettre de mettre fin à cette recrudescence des violences. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commentaire Nelly Bessa. Au Tchad, l'Assemblée nationale a voté ce mardi 10 septembre 2019 pour la prorogation de 4 mois de l'état d'urgence dans les 3 provinces concernées. Objectif, permettre au gouvernement d'achever son opération de désarmement des civils et de maintenir la paix dans ces localités. Mais certains observateurs estiment que cette prorogation est injustifiée. Notre constitution dit clairement que l'état d'urgence se décrète en Conseil des ministres. Le président, lors de son déplacement, a trouvé une situation de conflit intercommunautaire et s'est mis à déclarer verbalement l'état d'urgence dans 3 provinces de notre pays. Et par la suite, il est venu régulariser par un décret. Moi, je m'attendais que l'Assemblée nationale l'interpelle sur ces faits-là. Malheureusement, l'Assemblée nationale vient enfoncer le clou en votant une autorisation de prorogation pour 4 mois, mais c'est ahurissant.
La représentation nationale a aussi recommandé au gouvernement le respect des droits et de la liberté des citoyens durant cette période d'état d'urgence. Par ailleurs, certains hommes politiques estiment que les autorités doivent étendre les mesures de désarmement dans d'autres provinces touchées par la prolifération des armes. Nous applaudissons à la prolongation du délai de cet état d'urgence, à la pensée que le processus enclenché conduira inéluctablement vers le désarmement total et effectif de l'ensemble du territoire tchadien si l'expérience de Ouaddaï, de Silla et de l'autre est concluante. Pour rappel, le chef de l'État, Idriss Déby Itno, a décrété le 20 août 2019 l'état d'urgence dans les 3 provinces du Nord et de l'Est qui sont en proie au conflit intercommunautaire meurtrier causé par la prolifération des armes. L'Afrique du Sud n'atteindra probablement pas son objectif de 1,5% de croissance en 2019. C'est ce qu'a annoncé vendredi 13 septembre Tito Mboweni, le ministre des Finances. Selon l'agence de notation américaine Moody's, ce ralentissement de l'activité économique sud-africaine s'expliquerait par la lenteur des réformes économiques et des renflouements massifs effectués par l'État au profit des entreprises publiques. Les précisions de Siamlo Victor Asseji. L'économie sud-africaine hésite encore entre relance et stagnation. Après un taux de croissance du produit intérieur brut réel d'1,3% entre 2016 et 2017, l'Afrique du Sud a vu sa croissance perdre 0,7% entre 2017 et 2018. En 2019, les autorités sont sceptiques. Le pays pourrait ne pas atteindre son objectif d'1,5% de croissance. On a un investissement privé et un investissement direct étranger qui sont en plein recul. Ça a donc un impact sur la croissance globale. Les choix ne sont pas en adéquation avec les forces profondes du marché. Dans un récent rapport sur le pays portant sur les réformes initiées, l'agence de notation Moody's a baissé quant à elle ses prévisions pour l'année 2019 à 0,7%. Je pense qu'il faut fondamentalement revenir aux décisions qui ont été prises sur les droits de propriété, sur la charte minière et voir quels sont les déblocages qui peuvent être faits pour que de manière négociée, il y ait une relance de l'économie. Quels sont les signaux d'attractivité qu'on peut à nouveau envoyer aux investisseurs pour leur permettre de reprendre confiance. Quel est aussi le message de la stabilisation politique que l'on envoie? Avec la montée en flèche du taux de chômage à 29% au second trimestre 2019, les contre-performances des secteurs agricoles ou encore énergétiques, le cadre socio-économique s'est fortement dégradé. La nation arc-en-ciel était par ailleurs le théâtre de violences xénophobes meurtrières depuis septembre avec des répercussions terribles sur l'économie. L'Afrique du Sud qui fait face à une recrudescence de violences xénophobes, situation qui affecte ses relations diplomatiques avec le Nigeria, qui a notamment annoncé son intention de rapatrier près de 600 de ses ressortissants présents dans le pays. Un rapatriement qui a commencé depuis le 11 septembre avec le départ de 200 Nigérians en direction de Lagos. Solène Duplessis. La vague de violences xénophobes survenue en Afrique du Sud depuis début septembre a contraint de nombreux ressortissants nigérians à quitter le pays. Ce mercredi, ils étaient près de 200 à embarquer pour rejoindre leur pays d'origine, le Nigeria, suite aux instructions données par la présidence nigériane pour leur évacuation immédiate. Sur près de 100 000 ressortissants nigérians, 600 d'entre eux se seraient manifestés pour être rapatriés. Ils sont environ 600 maintenant à s'être présentés au consulat pour demander à être rapatriés au Nigeria. La compagnie aérienne Air Peace commencera l'évacuation mercredi avec les 320 premiers et un autre avion sera affrété aussitôt après. Un rapatriement qui intervient dans un contexte de tensions diplomatiques entre l'Afrique du Sud et le Nigeria depuis les violences qui ont éclaté dans plusieurs quartiers de Johannesburg. Des violences qui ont visé les ressortissants de plusieurs pays du continent. De nombreux commerces leur appartenant ont été pillés et incendiés par des manifestants exigeant leur départ. Je suis soulagé de toute façon parce que je rentre chez moi. Malgré le fait que je ne puisse pas accomplir ma mission ici, c'est mieux pour moi de repartir à la maison vivant que d'être un homme mort. En 3 jours, 12 personnes ont été tuées lors des émeutes. L'Afrique du Sud, première puissance industrielle du continent, est régulièrement touchée par des attaques xénophobes, des violences exacerbées par un taux de chômage élevé de 29% et la pauvreté.
Selon un dernier bilan du Haut-Commissariat de l'ONU aux réfugiés, l'offensive du maréchal Khalifa Haftar lancée en avril 2019 sur la capitale libyenne Tripoli a déjà fait près de 120 000 déplacés. Face à cette affluence, le gouvernement d'union nationale a dû mettre en place un comité de crise pour aider les familles à se reloger. 120 millions de dinars libyens ont déjà été alloués pour venir en aide à ces familles. Kamesh Katapoulé. Âgée de 80 ans, Mabroka Al-Touati et sa fille ont passé des journées entières à dormir dans les rues de Tripoli. Aujourd'hui, elles ont pu trouver refuge dans un abri où les draps recouvrent des fenêtres brisées et où les bureaux servent de cuisine. Mabroka Al-Touati et sa fille ont été obligées de quitter leur domicile situé dans la zone de Sidi Salim à Tripoli. Ma fille et moi avons déménagé et sommes allés de rue en rue pour trouver une place et avons fait la sieste sous les arbres. Nous avons vécu des tourments comme jamais auparavant. Comme Mabroka Al-Touati, près de 120 000 déplacés ont été contraints de fuir leur habitat depuis le début de l'offensive menée par l'armée nationale libyenne du maréchal Khalifa Haftar en avril 2019. Malgré les solutions proposées par le comité de crise mis en place par le gouvernement d'union nationale de Fayez el-Sarraj reconnu par la communauté internationale, beaucoup de familles restent insatisfaites et le gouvernement peine à gérer l'affluence de déplacés. Au début, les chiffres étaient faibles, puis ils ont augmenté. Cela a commencé avec environ 1000 familles et dépassé les 22 000 familles, ce qui équivaut à 120 000 ou 125 000 personnes, principalement des femmes, des enfants et des personnes âgées. Le gouvernement d'union nationale avait déjà alloué 120 millions de dinars libyens pour venir en aide à ces familles, dont 10 millions pour réaménager des bâtiments publics pour les loger. Selon Youssef Galala, le gouvernement envisagerait d'investir 100 millions supplémentaires. La capitale sénégalaise sous l'eau après les pluies de septembre. À Dakar, les fortes précipitations ont provoqué des inondations. Dans certains endroits, les eaux stagnent depuis plusieurs jours. Une situation qui se répète quasiment chaque année au grand dam des habitants. Reportage de notre correspondant El Adjindiaï. Ces habitants de Grand Médine n'oublieront pas de sitôt les pluies de ce mois de septembre. Matelas, habits, nourriture, tout a subi la violence des eaux. Cette situation n'est d'ailleurs pas étrangère à d'autres localités de la capitale. La cause, selon ces victimes, n'est rien d'autre que manque de canalisation, mais aussi aux multiples constructions anarchiques. C'est un problème d'évacuation que nous vivons depuis ça fait des années. Et nous voulons que ce quartier soit régularisé et puis les évacuations soient installées pour que ces populations ne vivent plus ce genre de situation. Vous voyez dans quel état se trouve notre maison. Mes enfants sont évacués dans une école pour y vivre, ça fait 2 semaines. Jusqu'à maintenant, on n'a pas encore de solution. Cette situation perdure depuis plusieurs années, causant de nombreux désagréments aux habitants de la grande région de Dakar. Pourtant, les autorités auraient investi plus d'une centaine de milliards pour lutter contre ces inondations. Quand vous avez un flux d'eau entrant qui est plus important qu'un flux d'eau traité pour qu'ils aillent dans les égouts, naturellement, vous avez de la stagnation. Ça, c'est, vous allez à Dakar, on a ce qu'on appelle le point dur. Quand il pleut, vous avez beaucoup d'eau, mais au bout de 4 heures, vous n'en avez plus. Par contre, vous avez des zones où l'eau reste un peu plus longtemps, pour la bonne et simple raison que parfois, c'est des zones qui ne sont pas destinées aux habitations. Malgré les efforts des autorités, les populations sont dans le désarroi durant chaque saison pluvieuse. En attendant des mesures officielles, les populations de Grand Médine et d'autres quartiers de Dakar demeurent sous le spectre de nouvelles inondations, des nouvelles précipitations étant encore annoncées. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.